Alors effectivement, Véronique, nous avons reçu beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre qu'on pourra répondre à toutes. Alors, on ne répondra pas déjà aux questions qui portent sur des sociétés en particulier. On ne commande jamais les situations individuelles à l'AMF. Donc, on s'excuse par avance de ne pas répondre à ces questions-là. Alors, on avait une question sur une des premières questions, c'était sur quels critères faut-il s'intéresser pour investir sur une société qui s'introduit en bourse. Donc ça, c'était avant que Quentin présente justement les différents critères à prendre en compte. Donc je pense qu'on y a répondu. Alors une question intéressante, en amont en fait, est-ce qu'on peut voir les comptes, notamment les aspects chiffre d'affaires, bénéfices passés de la société et ses prévisions, parce que Patrick nous dit que le marketing peut avoir tendance à embellir la société sans montrer ses faiblesses. Mais est-ce qu'on a toujours accès aux comptes de la société en amont? Alors, la réponse est oui. Et vous trouvez ça dans le document d'enregistrement qui fait partie du prospectus dont je vous ai parlé. Le document d'enregistrement, c'est un gros document qui fait entre 200 et 400 pages, dans lequel vous allez avoir toutes les informations qui concernent la société. Il n'y aura aucune information sur l'opération, mais ce sera que des informations sur la société, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, quelles sont ses performances financières, et tout ça, on veille à l'AMF à ce que ça soit présenté de manière objective. Alors évidemment, la société cherche quand même à présenter des bonnes perspectives, mais vous aurez toute cette information financière qui est présentée de manière objective, en tout cas effectivement plus que ce qu'on peut voir dans ces outils marketing. Donc, dans les informations financières, vous allez avoir un historique de compte sur 3 ans, si jamais on est dans une introduction en bourse sur un marché réglementé, donc Euronext Paris, et sur 2 ans, si on est sur le marché non réglementé Euronext Grosse. Donc, vous avez à minima ça comme état financier certifié par des auditeurs. Et ensuite, en plus de ces états financiers, vous avez plein de descriptions des différents agrégats, donc chez chiffre d'affaires, EBIT, EBITDA, résultat, endettement financier net, et également sur les prévisions, les estimations de résultats de la société. Tout ça, ce sont des informations qui figurent dans le document d'enregistrement et qui est mis à disposition du public environ 1 à 2 semaines avant la note d'opération qui donne en fait le lancement de l'opération. Merci Quentin. Une autre question, est-ce que les prospectus sont disponibles sur le site de l'AMF? Il me semble que oui. La réponse sera plus courte. Oui, les prospectus sont disponibles sur le site de l'AMF dans la rubrique BDIF. BDIF, c'est base de diffusion des informations financières. C'est dans cette rubrique-là que vous allez pouvoir chercher par société ou par différents critères les informations financières. Et dès que les documents sont approuvés, ils sont publiés sur ce site et sur cette plateforme, donc vous y avez accès. Alors, on a aussi une question sur le placement garanti. Est-ce que pour 2 offres équivalentes dans le placement garanti, la société est-elle entièrement libre de choisir un investisseur plutôt qu'un autre en fonction du profil de chacun? Oui, oui. Dans la procédure de placement global, dans laquelle l'entreprise va récolter les ordres de souscription des investisseurs institutionnels, c'est l'entreprise et ses conseils qui vont choisir en fonction de différents critères, les investisseurs qu'elles souhaitent garder, les ordres qu'elles souhaitent conserver en fait. Et les ordres qu'elles souhaitent conserver, ils vont dépendre soit du profil des investisseurs. L'entreprise peut se dire, alors celui-là, je veux le garder, ça m'intéresse de l'avoir dans mon actionnariat, celui-là, il n'a pas tout à fait le bon profil, je ne souhaite pas qu'il y figure. D'autres critères, ça peut être le prix d'ordre. Si un investisseur a donné un prix de souscription plus élevé qu'un autre, ça peut faire partie des critères d'arbitrage. Donc, ce qui se passe dans le carnet d'ordre du placement global est tout à fait opaque pour nous à l'AMF. On ne sait pas ce qui se passe, mais oui, la société peut choisir l'ordre qu'elle va retenir en fonction de ces différents critères. Et aussi,
Encore faut-il qu'elle ait cette possibilité. Si la société ne reçoit pas suffisamment de demandes de souscription, la société aura beaucoup moins de liberté pour effectuer ses arbitrages. Alors, on revient sur le sujet du prospectus. Quelqu'un qui a besoin de précision. Lorsqu'on dit donc que les prospectus sont disponibles sur notre site, est-ce qu'il s'agit uniquement du résumé du prospectus? Non, je crois que c'est bien le prospectus complet. Quentin, c'est ça? Alors, sur notre site, vous allez avoir le prospectus divisé en 2 documents. Vous allez avoir le document d'enregistrement et la note d'opération. Ces 2 documents seront disponibles sur notre site à des moments différents. Vous allez avoir d'abord le document d'enregistrement qui fera l'objet d'une approbation, puis environ 1 à 2 semaines plus tard, la note d'opération qui fera l'objet d'une approbation également. Ces 2 documents figurent sur notre site et c'est dans la note d'opération que vous allez trouver le résumé du prospectus. Et ce résumé, il va figurer dans les toutes premières pages de la note d'opération. Et donc, en complément, vous les trouvez aussi, ces documents sur le site de la société. Il y a quelqu'un qui nous demande de rappeler où se trouve le document d'enregistrement. Donc, c'est la partie BDIF de notre site Internet. Et alors, je crois qu'on avait une autre question liée à ces aspects-là. Comment peut-on obtenir la note d'information? La banque doit-elle nous la fournir? Donc, nous, on vous a indiqué où la trouver sur notre site, sur le site de la société. Alors, la note d'opération, la banque n'est pas… la société est tenue de mettre à disposition le prospectus sur demande. Donc, a priori, ces conseils seront également susceptibles de vous les donner si vous les demandez, mais c'est plus facile. Vous pouvez y accéder par vous-même, soit sur le site de la société, soit sur le site de l'AMF. Alors, nous avons beaucoup de questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes. On a plusieurs questions sur les frais. Alors, on a quelqu'un qui dit que sa banque en ligne ne prend absolument rien quand il investit sur des introductions sur Euronext Growth. Est-ce que c'est le cas de tous les intermédiaires ou est-ce qu'il a de la chance? On a quelqu'un qui nous dit, pour limiter les frais, Robinhood est-il recommandé? Et puis, c'est vrai que j'ai évoqué l'Observatoire de l'épargne. Où peut-on trouver les informations de notre observatoire? Je recherche la question parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés là. Alors, tout d'abord, sur l'Observatoire de l'épargne, et notamment donc, si vous voulez voir notre étude sur les frais, vous allez sur le site de l'AMF dans Actualité et publications. Donc, c'est ni dans l'espace épargnant, ni dans l'espace professionnel. C'est dans une rubrique transversale que vous avez en haut. Et dans Actualité des publications, vous allez sur Publications, Observatoire de l'épargne. Et donc, vous retrouverez la lettre de l'Observatoire qui est dédiée à ça. Par rapport à Robinhood, nous, on ne va pas vous recommander un intermédiaire plus qu'un autre. Ce qu'on va vous recommander, c'est de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous recherchez et donc d'étudier, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fois les aspects frais et les aspects qualité de service, politique d'exécution. Je ne sais pas si, Véronique, tu veux compléter? Alors, juste compléter sur le fait que certains intermédiaires financiers ne donnent pas toujours accès aux IPO. Il faut faire attention à ça. J'ai des gens qui se sont plaints parce que effectivement, leurs intermédiaires financiers, qui pourtant étaient des grands intermédiaires financiers, ne donnaient pas accès aux IPO. Donc ça, il faut vraiment vous renseigner au moment où vous ouvrez votre compte, de la même façon qu'il faut lire on ne lit pas que le document d'enregistrement. Quand on ouvre un compte, on lit la brochure tarifaire pour bien vérifier les prix. Est-ce que c'est payant ou non? Et alors, normalement, ce n'est pas payant quand on souscrit une IPO. Mais par contre, on ne peut pas souscrire chez tous les intermédiaires financiers. Ça, il faut faire attention à ça. Il y a une question par rapport au risque d'usurpation que j'ai évoqué. Est-ce que l'intermédiaire bancaire ne fait-il aucune vérification par rapport au risque d'usurpation? Si vous êtes face à votre banque habituelle, une banque qui est connue, qui a pignon sur rue, elle va vous faire souscrire à l'introduction en bourse classique. C'est plutôt si vous, et à l'introduction en bourse de la véritable société. C'est plutôt si vous avez une proposition sur Internet, sur les réseaux sociaux de souscription et que vous êtes tenté de souscrire par un intermédiaire que vous ne connaissez pas, où là, vous allez potentiellement tomber sur un faux intermédiaire et donc sur une usurpation d'identité. Vous allez croire investir dans une introduction en bourse d'une société réelle. En fait, l'escroc va simplement prendre votre argent.
avec un intermédiaire régulé, autorisé par l'AMF, il n'y a aucun risque que vous participerez bien à la véritable introduction en bourse. Donc, je regarde quelles sont les autres questions que l'on peut avoir. Alors, on a une question sur les types d'ordre. Quels sont les critères qui différencient les types d'ordre A1 et A2? Alors, les types d'ordre, on en avait parlé. C'est pour les investisseurs particuliers, l'ordre A1 est un ordre à caractère prioritaire par rapport à l'ordre A2. Mais il faut savoir qu'aucune de ces deux catégories d'ordre n'est irréductible, en fait. Donc, les ordres que vous allez passer dans la catégorie A1 seront prioritaires par rapport à la catégorie A2. Donc, imaginons que ça marche par seuil, en fait, comme je vous l'avais expliqué. Prenons un exemple où vous allez demander un nombre d'actions de 1 à 200 actions. Toutes les actions demandées de 1 à 200 vont être dans la catégorie A1. Au-delà de 200 jusqu'à 1000, par exemple, ces actions vont être dans la catégorie A2. Si jamais la société est en mesure de vous servir 700 actions, dans ce cas-là, vous allez avoir les 200 actions de la catégorie A1 et 500 de la catégorie A2. Or, donc la catégorie A2 est réductible, et ça pour tout le monde, pour tous les actionnaires. Par contre, si la société n'est en mesure de vous servir que 150 actions, eh ben, tous les ordres que vous allez avoir passés sur la catégorie A2 vont être entièrement réduits, à hauteur de 100%. Donc, tous les ordres que vous allez avoir passés sur cette catégorie ne pourront pas être servis, et les 200 actions que vous avez demandées dans le A1 ne seront servies à hauteur que de 150. Donc, cette catégorie est également réductible par la société en cas de trop forte demande. La seule différence, c'est que ce qui compte, c'est qu'il y a vraiment un traitement égalitaire de tous les actionnaires dans cette catégorie A1. Parce que la réduction qui va intervenir dans la catégorie A1, elle est proportionnelle à tous les investisseurs. Donc, c'est la société qui va dire il faut que je réduise à hauteur de 10% tous les ordres passés dans la catégorie A1, et quelle que soit la nature de l'investisseur, quelle que soit sa demande de titre, la catégorie A1 sera réduite à due proportion. Voilà, donc la catégorie A1 est une catégorie qui est prioritaire, mais qui n'est pas irréductible non plus. Merci Quentin. On a des gens qui veulent savoir en fait comment se tenir informé des introductions en bourse, voire d'autres opérations sur titre. Donc quelqu'un qui nous dit est-ce que la banque qui tient mon PEA est tenue de m'informer des IPO, ou quelqu'un d'autre qui nous demande justement où trouver la liste et les dates des sociétés qui vont s'introduire en bourse. Donc je ne sais pas si c'est Véronique ou Quentin ou les deux qui veulent répondre à cette question. Véronique? Alors, en fait, la presse financière, il ne faut pas oublier que la presse financière existe. Elle a de moins en moins d'abonnés, mais il est important qu'elle en ait quand même. Elle tient ses informations régulièrement. Et puis, votre intermédiaire financier. Alors, si vous êtes chez un courtier en ligne, généralement, vous n'aurez aucun souci. Vous l'aurez proposé d'office sur la plateforme, c'est-à-dire vous avez un petit onglet OST IPO, et puis en fait, elles sont proposées. Voilà, donc ça, c'est alors sous réserve bien sûr qu'on soit dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, on soit chez un courtier qui propose les IPO. Et chez votre banque, si vous avez un code titre chez votre banque, il y a fort à parier que sur la partie Internet, il y ait également un onglet IPO dans lequel vous trouvez toutes les opérations en cours. Attention de bien regarder si vous êtes sur votre PEA ou sur votre compte titre ordinaire, parce que certaines ne seront pas admissibles sur le PEA et d'autres le sont. Donc, regardez si vous avez deux comptes, si vous avez un CTO et un compte titre ordinaire et un PEA, regardez effectivement sur les deux comptes pour participer. Après, ne vous pressez jamais pour participer, parce qu'on parlait tout à l'heure de surveiller l'offre et l'état de l'offre. Si vous voyez qu'il y a une surallocation, une sous-allocation, il faut surveiller un peu ce qui est dit. C'est-à-dire qu'en presse, ça c'est aussi suivi. Et puis c'est suivi sur les publications aussi de certaines sociétés ou les évolutions de fourchette. Si tout d'un coup, la fourchette qui était annoncée est décalée à la hausse, plutôt bon signe, il va peut-être y avoir une surallocation. Si elle est décalée à la baisse, que le montant demandé baisse, donc ça, vous devez le regarder sur le site des sociétés. Voilà.
Alors, comme je vois qu'il est presque 19 heures, une dernière question, plutôt deux questions en une. On a eu une question qui était que, sachant qu'il y a également des sorties de bourse, quels peuvent être les inconvénients pour une société d'une introduction en bourse? Et on sait aussi qu'il y a parfois des entreprises qui envisagent de s'introduire en bourse et qu'ils se rétractent. Donc, dans quel cas une entreprise peut-elle se rétracter? Véronique ou Quentin? Du coup, la question est sur les inconvénients de la Alors, bourse. il y a une première partie de la question qui est effectivement sur les inconvénients pour une société d'une introduction en bourse, ou pourquoi des fois des entreprises après vont sortir de la bourse, et pourquoi certaines qui ont imaginé s'introduire en bourse se rétractent, et surtout dans quel cas une entreprise peut-elle se rétracter? Bon, je peux déjà commencer à répondre à la question sur les inconvénients de la bourse. Il y en a pas mal. Les inconvénients, c'est d'abord le coût. Une introduction en bourse, rien que la démarche d'introduction en bourse est assez coûteuse pour l'entreprise. Il y a en moyenne, on constate que ça représente quand même un peu plus de 5% des fonds levés, rien que le fait de s'introduire en bourse, donc c'est déjà plusieurs millions d'euros. Au-delà de la démarche d'introduction en bourse, tout au long du parcours boursier de la société, ça va engendrer des coûts assez importants pour la société, d'avoir des services qui sont dédiés à la gestion de l'information financière, sur des services juridiques, marketing, comptable, toute la production de l'information financière pour répondre aux standards des marchés financiers. Ça représente des coûts assez importants pour l'entreprise qui va devoir se mettre vraiment au niveau de ce qui est attendu par Euronext ou Euronext Growth. Ensuite, il y a même des coûts, il y a aussi des coûts à envisager pour une sortie de la bourse. Une sortie de la bourse, c'est une offre publique, puis un retrait des titres. Une offre publique que la société va devoir lancer pour aller se retirer de la cote. Elle va devoir payer, elle va devoir offrir à tous ses actionnaires le prix, le cours, plus une prime qui est en général entre 20 et 30%. Donc, ça représente des coûts assez importants. Autre inconvénient, c'est l'obligation de transparence permanente qui pèse sur la société en bourse. Donc, ça répond au règlement abus de marché qui dispose que la société, à chaque fois qu'il y a une information d'initié, elle doit la rendre publique. Donc, il y a plein d'obligations de transparence qui pèsent sur l'entreprise qui devra y veiller. Donc, dans cette transparence, il y a aussi la société peut également préférer conserver certains éléments confidentiels, comme des éléments qui portent sur sa gouvernance, sur la composition de son conseil d'administration, sur la rémunération de ses dirigeants. Elle peut préférer garder tout ça confidentiel, alors qu'une société cotée ne le peut pas. Enfin, un inconvénient majeur aussi est le risque de perte de contrôle avec des actionnaires qui peuvent souhaiter prendre le contrôle d'une société cotée en bourse par le biais des méthodes qui sont disponibles, comme les offres publiques. Donc, vous avez un exemple très récent avec Suez et Veolia, duquel il y a une société qui ne voulait pas perdre, qui voulait rester indépendante et qui se retrouve avec une offre publique qu'elle a considérée hostile. Et voilà, c'est un risque que prend la société et que prend l'actionnaire historique qui va introduire la société en bourse. Donc, je pense que le coût, l'obligation de transparence et le risque de perte de contrôle constituent trois des inconvénients majeurs pour une société d'être en bourse. Donc, et qui explique que certaines sociétés souhaitent finalement se retirer de la bourse, et elles le font par le biais d'une offre de retrait. Ensuite, sur la deuxième question sur la rétractation d'une entreprise. Alors, la rétractation, en fait, ça peut être plusieurs éléments. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une entreprise qui arrive à se financer sur le marché traditionnel, soit en prêt bancaire, soit avec des fonds communs de placement d'innovation qui investissent dans l'entreprise, avec un pacte d'actionnaires. Donc, vous pouvez avoir une entreprise qui trouve en fait des investisseurs institutionnels qui vont l'accompagner, mais sans passer par la bourse. Alors, attention, parce que dans ce cas,
cas-là, les investisseurs institutionnels, ils vont aussi demander des postes conseil d'administration, d'avoir plus de poids. Donc, c'est pour ça que la balance pèse un petit peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a le coût d'un côté et de l'autre côté, il y a le fait que quand vous avez un investisseur qui est en direct et qui n'est pas via la bourse, il peut avoir un impact majeur sur votre stratégie et sur votre fonctionnement. Après, il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est très intéressant pour les sociétés cotées, c'est-à-dire que quand vous êtes coté sur un marché, vous bénéficiez d'une reconnaissance qui est importante. Alors, quand vous êtes en B2C, quand vous adressez aux consommateurs, vous êtes connu, il n'y a pas de souci, mais quand vous êtes moins connu, si vous êtes coté sur un marché, il est plus facile après d'aller négocier des contrats, que ce soit à l'étranger ou en France. Par exemple, aux États-Unis, si vous voulez négocier avec des acteurs américains, si vous êtes coté au Nasdaq, on vous recevra bien plus facilement que si vous n'êtes pas coté. Donc ça, c'est un élément qui contribue fortement aussi à décider les sociétés à s'introduire en bourse. Voilà. Merci Véronique et Quentin. Alors, comme il est déjà 19h05, on va s'arrêter là, hein, même s'il y a encore beaucoup de questions et désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes. Après, vous savez maintenant comment contacter l'AMF et vous pouvez également contacter la F2IC hein, pour avoir plus de précisions. Je vois qu'on nous redemande où retrouver le document d'enregistrement, le prospectus sur le site de l'AMF. Donc, c'est sur BDIF, BDIF, que vous pourrez retrouver donc dans cette base de données d'information financière, tous ces documents. Voilà, écoutez, merci d'avoir été si nombreux. Merci pour votre attention et pour vos questions. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et puis à bientôt peut-être pour un futur webinaire de l'AMF. Au revoir. Au revoir.